Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est très content de recevoir un invité pour la première fois sur De Paul à Paul, qui va nous parler un peu de lui, de son parcours, de son combat, de sa lutte aussi, de qui il est. Moi, je suis pas un lutteur, faut te calmer. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit de Goz. Moi, je l'ai beaucoup apprécié dans la série Niabla, où il jouait Un flic alcoolique. le flic alcoolique Yao. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, on va parler de littérature. On va parler aussi de politique, puisqu'on est dans Paul à Paul. Donc, cher ami, je te laisse commencer. Très bien. Donc, dans un premier temps, je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est de présenter Goz. Donc, écrivain ivoirien, ivoiro-français, qui vit en France depuis un certain moment et qui alterne entre les deux pays et plein d'autres, qui a produit jusqu'à aujourd'hui 5 romans. Donc, Debout payé en 2014, suivi de Camarade Papa, puis Black Manu, après Coco Yans et Les Portes, sortis l'année passée. Donc, on a 5 romans de Goz que je vous invite tous à aller acheter et lire. Et ma première question, c'est j'aimerais savoir en fait quel est ton parcours. Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu t'es intéressé à la littérature, puis à l'écriture? Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? On va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu sais, en général, l'histoire du parcours, là, c'est un peu vague parce que, tu vois, tout le monde, on a tous un parcours, quoi. Et voilà, quoi. C'est un peu un boulevard. En fait, si tu veux que je précise ma question... On peut raconter tout, mais je vois que ce à quoi tu veux venir, c'est sur les bouquins. Comment je suis arrivé à la littérature? C'est ça. Comment je suis arrivé à écrire le premier roman de Debout payé, là. En fait, c'est compliqué de... Parce qu'en fait, est-ce que la littérature commence quand tu publies ou bien... Non, bien avant. Je pense qu'au moment où... C'est ça la question. Il y a une espèce de course effrénée de pas mal de gens qui ont envie d'avoir le statut d'écrivain, donc ils écrivent tout et n'importe quoi. En général, ils parlent d'eux, c'est des trucs vaguement autobiographiques, et puis ils font toujours une dédicace cocktail avec un gars qui a fait, comment on a les avant-propos, ou bien le truc, la préface, il y a un dangereux préfacier. Ils viennent, ils mangent des nems, un Nyamankoudji, tout ça, et puis la salle est pleine, de la moitié de la famille, l'autre moitié les copains. La salle est pleine et puis personne n'a lu le bouquin. Et puis ils parlent du bouquin pendant 2 heures jusqu'à ce qu'ils arrivent au nem et au Nyamankoudji. Et puis après, bon, les gens achètent les bouquins quasiment par pitié, parce que, ou bien par copinage en fait, parce que bon voilà, le pote ou la potesse a sorti un bouquin. Donc cela, je sais pas si c'est une manière de rentrer en littérature aussi. Je sais pas si ça commence. Mais moi, pour ma part, je pense que ça commence beaucoup plus loin, quoi. Ça commence beaucoup plus loin. Moi, j'ai commencé à écrire des lettres. C'est le truc le plus classique, quoi. Épistolaire. À 12 ans, moi, j'étais à Boaké. Ma maman et mes parents étaient à Daloa. Et moi, j'étais à l'internat, donc j'étais obligé de raconter des trucs, quoi. Donc au début, c'est... Chère maman, cher papa, il se passe ci, il se passe ça. C'est mignon. Mais tu te rends vite que, bon, tu sais qu'une fois que tu as dit ça la première semaine, la deuxième semaine, tu vas dire la même chose. Donc moi, j'ai commencé à écrire des trucs un peu plus marrants, en fait, puisque je sais que chez moi, les gens aiment beaucoup rire. Et du coup, j'écrivais des lettres drôles à mon pote Danny qui était à Daloa, à ma maman, tout ça. Et je savais qu'au moment où j'écrivais, en fait, souvent les gens, ils lisent en public les lettres, tu vois. Mon pote Danny, lui, il lisait mes lettres aux potes au foot, quoi, et tout le monde était plié de rire. Et donc moi, je me suis piqué au jeu comme ça. Après, t'inventes. Parce que voilà, tu crées de la fiction. Puis il se passe rien, le matin tu vas à l'école, à midi tout de suite, voilà, il y a un camp puni ici, machin. Donc après tu apprends à broder. Donc je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis malgré une... Et puis j'étais bon en français, quoi, aussi.
J'étais bon. J'avais la particularité une fois sur deux de faire la rédaction que j'avais envie de faire. Peu importe le sujet. Hein. Okay. Donc souvent le prof il met hors sujet, mais il lit ma rédaction quand même aux gens, quoi. Donc voilà, une fois sur deux, ça les rendait fous. Bon, je m'en foutais, j'avais de bonnes notes en physique, tout ça. Donc du coup, je m'éclatais à écrire des trucs. Et puis, je crois qu'à la fac, enfin, j'ai commencé à écrire des pamphlets, ouais, des espèces de pamphlets, quoi, que je me suis rendu compte que tout le monde attendait de lire. Ils attendaient mon avis sur les trucs. Et puis c'était en 90, là. C'est sur quoi? Bah surtout, en 90, on lançait les cailloux aux policiers, mon frère. Okay. On lançait les cailloux aux policiers en... En 90, tu es étudiant à l'université d'Abidjan. Terminal. Au lycée classique. Lycée classique. Puis université d'Abidjan. Ok. Ouais. Et donc voilà, on lançait les cailloux. Hein. On criait démocratie, blablabla. Et puis en fait, c'était le début de l'éveil politique. Et l'éveil politique, pour moi, ça coïncidait avec le fait de pouvoir mettre en place mes idées. Okay. Tu vois, je lisais pas mal, je lisais beaucoup. Et déjà, à l'époque, je lisais pas mal d'essais. Bon, le manifeste du Parti communiste, ça fait partie d'un de mes premiers trucs, quoi. La tricontinentale, la conférence de Bandung, okay. Tu vois, le panafricanisme, pas le machin qui traîne là. Hein. Pas le machin qui traîne là. Et puis, néo-panafricanisme. Non, y a pas, je sais pas si c'est néo. J'ai dit pas le machin qui traîne là. C'est tout ce que moi j'ai dit. Parce que c'est très peu. C'est pas travaillé en fait. Okay. Les gens, ils ont une idée. Ouais, ils ont une idée du truc, mais c'est pas travaillé. Ils connaissent 2-3 acteurs clés, tu vois, ça a commencé sur Dubois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah. Mais voilà, bon, après les gars lisent pas beaucoup, quoi. C'est un peu chaud. Et mais bon, voilà, c'est bien aussi que ça existe. Hein. Des fois, tu sais, on est dans une plantation, souvent les plantes ont des niveaux différents d'évolution. Tu vois, il y en a qui sont plus petits, mais qui vont grandir. J'espère que c'est ça qui va se passer. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment commencé à mettre en place sur papier mes idées politiques et tout ça. Et puis voilà, et après l'écriture, après la littérature, c'est pas forcément l'écriture seulement. Je suis d'accord, Il y a du théâtre dedans, ouais. Tu vois, le fait de jouer, bon, j'ai un peu joué hein, au collège, tout ça, mais il y a aussi les contes du village, il y a aussi les histoires du village. Moi, je partais systématiquement en vacances au village. D'accord. Okay. Donc ça a construit ton univers mental aussi. Un truc de fou. Moi, je sais pas, mes parents, ils étaient possédés. C'est-à-dire que si les vacances sont les 6 juin, le 7 juin, tu es à Dribo, à Dignago ou bien à Gros-Veillou. Si la rentrée, c'est le 4, tu reviens à Boaké ou à Abidjan le 3 octobre. Okay. Tu vois. Et donc pendant ces 3 mois-là, tu vis une autre vie, quoi. C'est une autre littérature, c'est un monde incroyable. Fait de chant, de danse, de contes, de sport. Tu vois, une autre manière de réfléchir. Je trouve que c'est quelque chose qui était très important aussi dans la constitution de ma personnalité. D'accord. Et puis Village BT, ça envoie de la punchline du matin au matin. Mais vraiment, le gars, dès le matin, le gars, il se lave la figure déjà. Ça envoie, quoi. Et donc, il y a tout ce truc de l'oralité du village et tout ça. D'accord. Que j'ai très mal. Et donc, je pense que ça fait partie aussi de ma formation littéraire, de mon entrée en littérature. Après, à la fac, il y a, tu vois, les idoles de l'époque, Zadi. Parce qu'en 90, si j'essaie de situer historiquement, ouais. Quand tu es à la fac, au lycée, puis à la fac, et que tu commences à vraiment avoir une conscience politique, c'est à ce moment-là que ça se construit. On est à la chute du mur de Berlin. En Côte d'Ivoire, il y a Laurent Gbagbo et ses compagnons, comme tu dis, il y a Zadi. Il y a des professeurs, en fait, qui ont beaucoup d'influence sur le milieu estudiantin et qui ont des idées plutôt de gauche. Ah oui, non, mais c'est en tout cas, qui protestent contre le parti unique en place. C'est carrément ça. Donc toi, tu te construis dans cet univers-là. Ouais, je te dis, je me construis en lançant des cailloux à la police. C'est une figure de style qui résume tout, quoi. C'est-à-dire que la police, c'est pas la police elle-même, c'est le système, ça représente. C'est l'État policier. Voilà. Non, pas, je sais pas. Moi, nous, on n'a pas connu l'État policier, ou bien on s'en rendait pas compte. Mais dans les années 60, ils ont connu l'État policier. D'accord. Nous, on chantait l'abidjanaise le matin. Okay. On chantait l'abidjanaise et on criait. Vous étiez parmi ceux qui chantaient Oufoué voleur et tout ça? Non, on a commencé par chanter l'abidjanaise le matin, okay. Après ça finissait par. Regardez la progression. Hein. Vive
non, vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA, et vive Nana Oufoué. D'accord. Nous, on a fait ça au collège, quoi. Donc voilà, bon, tout ça, ça fait partie du socle politique, en fait. Tu te rends compte, tu as 15 ans, tu te rends compte que le truc marche pas, il y a quelque chose qui est bizarre. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment un élève qui a grandi dans cette... Oufoué était adulé, quasiment. C'était le chef de la nation, le père de la nation, comme on dit, qui grandit en chantant l'abidjanaise, en apprenant à avoir dans la figure d'Oufoué un père aimant. Et comment est-ce qu'à un moment, il y a le déclic qui fait que tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans ça? C'est pas un moment, ce sont les livres. C'est tes lectures qui te... tu vis pas dans le même monde que les autres. Oui. Moi, par exemple, à Boaké... C'était quoi les lectures, par exemple, qui t'ont profondément marqué? Non, profondément marqué, tu sais, ça te marque à 15 ans, il y en a d'autres qui te marquent à 20 ans, tout ça. Oui. Peu importe, on va pas aller trop loin là-bas, mais moi je vais dire juste une chose. Moi j'ai grandi une grande partie à Boaké, et le centre culturel Jakaka, qui a été construit par l'État en 1971, l'année de ma naissance. D'accord. Le centre, c'était l'un des endroits les plus extraordinaires. Pour moi en tout cas, c'était genre le royaume d'Alice, quoi. Alice au pays, ou bien, je sais pas moi, Baka au pays du Tourou, quoi. C'était génial parce que c'était ouvert, ça coûtait quasiment rien de s'inscrire à l'année. Et là, il y avait une bibliothèque enfant, à tous les stades de trucs, en plein Boaké, une bibliothèque adulte, un cinéma, théâtre. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Le centre culturel Jacques Cacan est toujours à Boaké. D'ailleurs, même à un moment donné, il y a les gens armés qui tenaient Boaké là. Ouais. Je sais pas, ils venaient taper tam-tam là-bas ou bien, je sais pas. Bon, enfin bref. Okay. Donc c'est dire. D'accord. Et ça, pour moi, c'est constitutif en fait. Le fait que j'ai grandi dans un endroit où j'avais accès à des bouquins. Ouais. Donc du coup, tu vois, les questions que tu te poses, tu les trouves dans des livres, dans des romans. Tu vois, la fiction, c'est un truc hyper fort. C'est en grandissant que tu vas dans les essais. Mais la fiction, c'est une manière très, très forte de dire des choses qui sont politiques, qui sont de l'ordre de l'intime, et ça te donne une manière. Tu peux pas écrire sans avoir lu. C'est pas de génération spontanée, quoi. Et donc voilà, c'est ça. Vraiment, c'est le noyau. Le centre culturel Jakaka, BD. Tu vois, par exemple, à mes 10 ans, j'ai lu un bouquin terrible qui s'appelle Caroline chez les Rigol-Kiri. Caroline, c'est une petite nana blonde, oui, avec une salopette bleue et puis une chemise rose, qui vit des aventures, machin. Et Caroline, elle va chez les Rigol-Kiri, une espèce de tribu dans la forêt là-bas, tu vois. Et donc moi, je vais au village dans la forêt, et puis je vois la Caroline là. C'était un peu bizarre. Bon, voilà, c'était un peu bizarre. Et puis, tu vois, elle était adulée par les petits noirs qui étaient là-bas. Caroline, elle était sympa. Les Rigol-Kiri, parce que c'est les Rigol-Kiri, quoi. Ils rient tout le temps. Donc moi, ça me faisait pas rire, mais tu vois, c'était un univers dans lequel ça me plongeait. C'était complètement abstrait. Tu vois, c'est ça qui te forge les méninges. C'est pas le fait de lire les trucs qui se passent à côté de ton quartier. C'est le fait d'être très loin dans des trucs complètement, un imaginaire complètement fou. Je me rappelle même que les Rigol-Kiri, en face d'eux, ils affrontaient la tribu des Larma Pleureau. Tu vois, et finalement, ils ont contaminé les Larma Pleureau. C'était français ou c'était belge c'est la bibliothèque rose. Donc tu vois, tu commences à la bibliothèque rose, après tu vas à la verte. Après, tu vas dans le roman noir. Après, tu vas dans les grands classiques. D'accord. Tu vois. Et t'as les bandes dessinées, les Achille Talon, les Tintins, tu vois. Tintin, il était bizarre, quoi. Moi, je me rappelle très bien de ce chemin de fer qui n'était pas droit. Et puis, le chef du village, j'ai dit, mais pourquoi le monsieur là dessine des trucs, des traits pas droits, quoi. Et je comprends qu'il se moque, qu'il se fout un peu de la gueule du truc. Mais en même temps, tu vois, en même temps, je lis, je sais pas moi, dans le même Tintin, L'Or Noir. L'Or Noir, ça me fait comprendre. L'Or Noir, ça se passe en Arabie Saoudite, quoi. Tu vois, tu vois, j'étais très petit, mais ça t'envoie. Et puis, il y a cette putain de télé aussi en face. Nous on ne l'avait pas. Non. Mais on regardait
tu as pas mal de... Si, on l'avait à la maison, chez les parents, mais moi, à l'internat, je l'avais pas, quoi. Mais tu vois, l'actualité, tu étais obligé de voir un seul truc, quoi. Et l'actualité, c'était l'ANC, D'accord. l'OPEP, Oui. la Palestine et Déjà. le Liban. Chabra et Shatila, là, j'avais 12 ans, tu vois. La Palestine et tout ça, là. Le Moyen-Orient, c'est comme ça qu'on dit. Donc, l'ANC, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient, avec le pétrole et tout ça. Et puis, les coups d'État en Afrique, à peu près. Donc, tu grandis dans un univers de là, pas mal, quoi. C'est bien chargé, littéralement. Donc, voilà, on va dire que c'est dans ce... C'est assez... Bon, là, je fais le truc le plus vague possible, mais on peut voir se décider quelques traits. Mais c'est dans dans ce bloc politique et esthétique que moi j'ai commencé à puiser de quoi nourrir le début d'une pensée. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, par exemple, dans ton parcours, tu n'identifies pas tes parents ou, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui disent qu'il y avait une bibliothèque à la maison qui a fait, toi, la bibliothèque était plutôt au centre culturel. Non, mais il y avait une bibliothèque à la maison. Hein. Mais c'est pas celle-là qui t'a... Bah, c'est tout, quoi. D'accord. C'est parce qu'il y a celle Et de la maison. tes parents, ils te poussaient à lire ou pas? Est-ce qu'ils te poussaient même pas à lire? C'est toi qui partais vers les... La simple présence de la bibliothèque suffisait. Ouais, si tu vois ta maman lire, tu lis aussi. Oui. Tu vois ton père lire, tu lis aussi. Tu vois, mes camarades d'âge, là, ceux qui ont 50 ans, qui sont tout le temps en train de pleurnicher, ouais, le niveau a baissé, les élèves ne sont plus ce qu'ils étaient, les étudiants et blablabla. Mes camarades d'âge, là, eux, à quel moment leurs enfants les voient lire? Je vais y venir sur ce discours Tu vois? d'avant, c'était mieux là. On va y revenir. Tu vois? Tu vois jamais tes parents lire. Les parents qui se plaignent de ouais, les enfants ne lisent pas. Toi-même, tu lis quoi? Toi-même, tu lis quoi? Comment tu sais ce que tu sais si tu ne lis pas? Comment, en fait? Si tu dis que tu es panafricaniste, comment tu l'es si tu ne lis pas? Si tu comprends, tu ne vas pas à l'essence du truc, si tu ne comprends pas tout l'héritage, toute l'ancestralité de cette idée. Et vers quoi ça te projette? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Et en plus, on vit des temps où le savoir est partout. Tu sais, sur YouTube, tu as des cours de fac. Oui. Tu vois? Des cours de fac. Les gars ne peuvent pas être là comme ça, avec des dizaines de références. Mais le truc aussi, c'est que cet avènement de tout ce qui est Internet, médias, etc., ça a été concomitant à un avènement aussi de la culture de l'instant. Oui. Avec le clic, avec le tout rapidement, etc. Ce truc-là, ce geste-là, c'est redoutable. Mais moi, je suis pas sur TikTok, hein. Mais moi, des fois, quoi, je prends le truc, puis je suis là. On dirait la drogue, quoi. Et tu regardes l'heure. Putain, ça fait 45 minutes que j'ai le pouce qui bouge comme ça. Ils sont 4 heures. Non, 45 minutes, tu es un petit joueur. Sinon, ça dure plus longtemps que ça. Ah non, mais ça rend fou. Mais c'est pas grave, c'est différent. Tu vois, je dis pas que c'est pas grave. Tu peux faire ça et aussi lire. Et aussi regarder des conférences. Tu vois, moi je demande pas à tout le monde de trucs. Mais quand tu te poses des questions, quand tu te poses sincèrement des questions, aujourd'hui, contrairement à avant, tu as les moyens de trouver les réponses à tes questions. Toujours. Tu vois, tu as les moyens, et y compris, tu as les moyens de trouver la contestation des questions que tu te poses. Et c'est comme ça que tu te construis, en challengeant, j'aime pas trop ces termes, en interrogeant toi-même tes propres idées. Tu vois, donc au début, tu peux être un peu fasciné, après tu vois le revers. Par exemple, moi, j'ai longtemps cru que la Russie était communiste. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Tu vois, et puis en grandissant, je dis, ah mais non, il s'appelle URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Et j'ai lu la constitution de ce putain de pays-là, j'avais genre 15 ans, quoi. Okay. Et dedans, le communisme était un horizon à atteindre. En fait, c'est nous qui nous sommes fait avoir. C'était sérieux. Hein. Le communisme est un horizon à atteindre. Okay. Et l'horizon... Mais à 15 ans, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont lire la constitution. Tu te poses la question. Peut-être que c'est particulier. L'ambassade de Russie était à la Golfe là-bas. Okay.
Elle est toujours à la Golfe. Voilà, l'ambassade. En face des Américains. L'ambassade de Russie était à la Golfe, il y a une bibliothèque là-bas. L'ambassade des États-Unis était en face de la RTI, il y avait une bibliothèque là-bas. C'est là-bas que j'ai découvert Baldwin, par exemple. Tu vois. Donc voilà, il y a une bibliothèque à l'université. Il y a des trésors là-bas. Mais bon, ça pourrit là, tu vois, les gens viennent manger à checker à la bibliothèque de l'université. Tu vois. Non, mais j'exagère un peu, mais voilà. Mais tu vois, il y a pas, on peut espérer en avoir plus, mais il y a plusieurs bibliothèques, par exemple, à l'université. Il y a le CERAP à Cocody. Oui. Tu vois, je dis, c'est pas beaucoup, hein. Mais quand tu es un peu motivé, tu vas chercher, quoi. Donc je disais, eux là, ils disaient que c'est un horizon. Or, l'horizon, sa caractéristique, c'est que quand tu avances, il recule, quoi. Tu vois. Et moi, c'est ça qui m'envoie chez Marx. Indépassable. Bon, les amis, je vous dis tout de suite comment je suis arrivé à Debout Pays. Là, vous allez comprendre mon geste d'écriture. Comment je suis arrivé à écrire vraiment, à y aller vraiment, quoi. Mon premier grand geste de littérature, on va dire d'écriture, c'est un film. C'est un film. Je savais pas que j'avais ça en moi. Et c'est Éliane de Latour. C'est une réalisatrice, anthropologue, sociologue un peu, à UHSS là, tu vois, qui a fait pas mal de documentaires et qui a réalisé ce film qui s'appelle Bronx Barbès. Oui, d'accord. Tu vois. Et elle voulait faire une espèce de suite thématique de Bronx Barbès. Bronx Barbès se passait à Abidjan. Et elle voulait faire une suite thématique qui se passe en France et à Abidjan, dans le milieu du coupé décalé. On est genre en 2003, les amis. D'accord. 2003. Et donc, avec moi, elle fait un truc qui est génial, qui m'ouvre le cerveau. C'est qu'elle fait une enquête sociologique pour préparer l'écriture de son film. Tu vois, en réalité, elle avait déjà écrit un dossier qu'elle a donné au CNC. Et puis, c'est pas passé. Le financement ou du développement n'est pas passé, un truc comme ça. Et puis, je l'ai vu, on s'est rencontrés dans des circonstances un peu particulières. Et puis, tu vois, on est devenus potes, quoi, en réalité. Et Lago, elle était un peu, tu vois, déprimée, quoi. Tu vois. Moi, j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi ça marchait pas. C'est pas marché. Vraiment, hein. Zéro expérience connue, machin, j'ai dit, la vieille, c'est comment elle l'appelait. J'ai dit, la vieille, ton truc là, toi aussi, ça peut pas passer. Mais t'inquiète, je vais te soutenir, on va faire un truc, machin. Là, on peut voir là, on peut voir. Et c'est comme ça qu'elle décide de faire une véritable enquête sociologique. Tu vois. Et avec mon pote Bad, à l'époque, on pénètre le milieu africain, ivoirien, particulièrement, en France, à Paris. Les trucs les plus dark, là. Donc la drogue. D'accord. Le coupé décalé. Enfin, tout ce truc-là. Les arnaques Internet. Là, c'était un autre niveau. Ils étaient encore au niveau zaïrois du truc. Tu vois, c'était au niveau brouteur du truc. Tu vois, tu sais, les brous, là, ils faisaient les arnaques au chèque et tout ça, machin, en complicité avec avec des postiers entiers ou plus ou moins. Et puis, ils partaient acheter les trucs avec ce qu'ils appelaient les attaquantes. Les rebeux, sur le passeport français ou les permis. Il y avait les techniciens de surface, ceux qui changeaient les permis, les aéros, là, trop forts, tu vois. Les vendeurs de crack, place Stalingrad ou bien... elle est partie en Espagne, moi je suis parti jusqu'en Angleterre. Tous les gens qui après sont fait le coupé des... Eux tous, je les ai tous vus au moment où ils étaient comme ça. Doug Saga... comment il s'appelle l'autre là? Le gars qui fait le... Mollari. Lino Versace et autres. À l'époque, j'ai pas vu Lino Versace, il était pas là. À il y avait Bosangui. Non, il était pas là. Donc je vais pas le mettre dans l'histoire. Il était pas là. Il devait être en Irlande ou un D'accord. truc, tu vois. Et ils n'étaient pas tous en France. Non, attends, c'est l'Union Européenne, mon gars. Les gars, c'était des bons. Les gars, c'était des bons. C'était des bons, ils étaient redoutables, tu vois. Rue du Château d'Eau, c'était le début de l'invasion ivoirienne de la rue du Château d'Eau. Donc vraiment, quoi. C'est-à-dire que je me suis senti à la racine d'un mouvement sociologique. D'accord. En dehors de la phénoménologie de broutage et tout ça, machin. Tu vois, je me suis senti vraiment à la racine, quoi.
Franchement, et ça se voit encore dans mes, surtout dans Black Mano. Là, tu vois. Je les ai tous vus dans des conditions pas possibles. Ils avaient les squats. Je suis parti dans toutes sortes de squats. Ils font le malin aujourd'hui là. Ouais. Laisse tomber. C'était pas du jeu. Ils font tous le malin là, mais c'était pas du jeu. Je suis parti dans des squats. Tu vois, par exemple, dans Black Mano, j'ai décrit une scène où il y a une douche qui s'écroule comme ça, du 3e étage, qui tombe au 2e, qui tombe au 1er, qui finit au rez-de-chaussée. Le steak place des Clichy, pas très loin. C'est une scène réelle que tu décris. Bah oui, c'est un vrai truc, quoi. Okay. Les policiers sont tellement étonnés des conditions sanitaires là-bas qu'ils sont sûrs que personne ne vit là-bas. Je te jure, c'est vrai. Tu vois, donc elle m'a ouvert ce truc de l'enquête sociologique. On est parti en Angleterre. J'avais des bons là-bas. Je vais pas dire tous les noms. Ouais, bien sûr. Mais ils sont là. Ils sont là à l'époque, là. Ils sont là. Aujourd'hui, ils sont à Abidjan. Ils ont des grosses boîtes et tout ça. Hein. Je suis parti juste en Angleterre. Tu vois, on est parti, on est vraiment dans le milieu, quoi. Et c'est pas forcément que chez les arnaqueurs, mais chez les bosseurs aussi. Tu vois, le milieu des vigiles, des gens qui faisaient le ménage, tu vois, les mopman dans les restaurants anglais, là. Les gars qui avaient les triple shifts. 3 boulots dans la journée. Les gars étaient patentés, possédés. Tu arrives là-bas, tout le monde bosse. Tu vois, en Espagne, l'Italie. Tu vois. Mais donc, ce mouvement-là d'Ivoiriens, d'Africains expatriés dans ces différents pays. Ivoiriens, vraiment Ivoiriens. Ivoiriens, ça vient de quand? Ça vient du coup d'État, ça vient de la rébellion. C'est à quel moment qu'il y a autant de gens qui viennent dans des conditions pareilles? Ça, franchement, moi, je peux pas dire. Il y a pas de, je peux pas dire, parce que le mouvement a toujours été perpétuel. Les gens qui viennent en France, c'est tout le temps. Ouais. C'est tout le temps. Et contrairement comme je dis souvent, contrairement à ce qu'on pense, les gens qui prennent les pirogues pour traverser la Méditerranée, là, ils sont minoritaires. Voilà. Ils sont minoritaires. Il y a 3 vols Air France par jour. Un vol Corsair. Bruxelles, il y a Bruxelles Airlines, il y a Tapé Portugal. Tu vois, voilà, c'est une très vieille hypocrisie européenne, j'ai dit bien européenne, de leurs ambassades, leurs consulats là. Ils donnent des visas touristiques à des, je sais pas moi, à des planteurs soninké. Tu vois, tu as déjà vu un touriste soninké à la Tour Eiffel? Non. Voilà. Tu as déjà vu un touriste gourou au Louvre? Voilà. Les gens, ils ont des visas en bonne et due forme, en fait. La plupart des gens, et eux, ils savent ce que le destin que les gens vont connaître après. Ouais. Demandez autour de vous. Moi-même, je suis arrivé en France avec un visa d'affaires. Ah oui? Oui, j'ai kenné avec Radio Nostalgie, Radio Nostalgie. Ok. Tu vois, j'avais une inscription à Paris 7. Hein. Compliqué d'avoir le visa étudiant. J'ai dit, bon, les gars, on va faire un truc. Et puis, avec mes gars de Nostalgie, j'ai dit, bon, attends, on va y acheter une antenne en France là-bas, après, tu vois, comme tu vas faire des études. C'était chez Tical. Ben oui, ouais. Tu vois. Donc, moi, je suis venu en France avec un visa affaires. J'ai quoi? J'ai 28 ans, je sais pas, j'ai 350 francs CFA dans la poche. Quelle affaire je suis venu faire ici? Okay. Tu vois, il y a toute cette hypocrisie. Je pense que c'est un système. Voilà. C'est pensé, en fait. Depuis les années 70-80, c'est pensé. Ils savent. Ils savent que tous ces gens-là, leur destin, c'est de nourrir le petit patronat en employés. Ils savent ça. Donc voilà, c'est pas... Bon, enfin bref. Donc ça, tu le décris bien, je crois que c'est dans Debout Payé où tu décris le système de papier, tu sais, le fait qu'il y a énormément de documents administratifs que les immigrés qui sont à la recherche de papiers détiennent. Et les différentes procédures qui peuvent durer très longtemps. Les portes. Avant, c'est dans les portes que j'en parle précisément. Mais précisément dans les portes. Avant de les obtenir. Ouais. Et au moment où ils les obtiennent, ils ont une nouvelle identité, en tout cas vis-à-vis de l'État français et des impôts et de la fiscalité, qui fait que les années de travail qu'ils ont pu faire au noir ou au semi-noir ne comptent plus. Zéro. Ça, c'est une des choses que je... Zéro. Donc voilà, c'est comme ça que moi je suis arrivé. À un moment, je m'appelais Drogba. Hein. Ah bah oui, parce que c'est vrai. Mon cousin s'appelle Drogba, il me file ce truc. J'ai travaillé sous son nom, quoi. Ok. Donc ça c'est très classique. Hein. Ouais. À l'époque, Didier Drogba n'était pas encore bon, donc ça passait. Ça passait. Tu vois, je me souviens, j'entends dans le couloir Drogba.
Et puis, tu vois, et puis je viens, quoi. Il y a un petit moment de latence, Ouais. mais c'est moi qu'on l'appelle. Moi, j'étais à la fac. Je faisais mes études de biochimie, là. Je préparais mes TD pendant que je surveillais l'immeuble qui est devenu l'immeuble de Novartis, ou bien je sais plus quoi, Gare de Lyon, là-bas. Et je m'appelais Drogba, là-bas. Tu vois, je suis juste à côté. Tu vois, donc c'est comme ça le système, en fait. Et bon, globalement, je disais que Eliane de la Tour, elle me met dans l'idée de l'enquête sociologique pour comprendre, pour voir. Tu vois, c'est pas juste les mécanismes. C'est aussi des ressentis, des gens qui ont des enfants, des gens qui ont des espoirs, etc. Peu importe, hein, qu'ils soient dealers, brouteurs, 36-15. Elle est dangereuse en 36-15. Ils avaient toujours des trucs. C'est quoi ton 6-15? Toi, tu connais pas 36-15. Tout ça, c'était les trucs de 2003 là-bas. C'est pas été autant d'humilité, le code 36-15. Les gars, ils créaient de fausses associations. C'est au moment du coupé décalé, là, tous les gens là, eux tous, débordaient d'imagination. eux tous, ils n'ont qu'à me regarder là. Eux tous, ils étaient créatifs. Ils étaient des créatifs. Tu les vois aujourd'hui, ils font le mal. Eux tous, ils étaient dedans. Des grands spécialistes. Ils créaient de fausses associations, des vraies associations. Pas des fausses. C'est la maman. Voilà. Ils créaient des vraies associations, loi 1901. Donc avec un compte en banque et tout ça. Et puis, ils avaient une cause à défendre. Je sais pas moi, s'il y a la guerre en Centrafrique. Voilà, ils disent qu'ils sont et ils vont en ville, dans les petites villes de province là. Ils prennent les voitures, ils vont là-bas dans les marchés, devant les trucs. Ils partagent des flyers. Voilà, et puis les gens. Et ils récoltent. Les gens donnent. Ouais. Donc ils donnent souvent des chèques. Tu sais, les gars. Ils ont encaissé après. Voilà, et puis c'est des bons, ils parlent bien. Quand la guerre en Côte d'Ivoire est venue, bouf, tout ça a éclaté. C'est 2002 là, ah mais non, vas-y. Tu vois, c'était des dangereux en 36-15. Tu vois, et donc j'explique ça rapidement. Et donc les gars donnaient des chèques, avec les chèques en complicité avec les banquiers qu'ils connaissaient plus ou moins. Ils récupèrent ça, mais sur place, il y a des gens qui donnaient du liquide. Il y avait encore le franc, tel de l'euro. C'était beaucoup plus cash à l'époque que maintenant. Ouais, donc les gars donnaient aussi du liquide. Donc le liquide là, c'est ça qu'ils dépensaient à l'Atlantis avant de ils m'entendent, ils savent, ils se reconnaissent. Tu vois, c'est ça qu'ils jetaient à l'Atlantis là avant. Donc c'est l'argent des donateurs qui constituait l'offre. C'est un fonds de commerce. C'est un ken aussi. C'est un ken aussi. Le 36, demande-la. Faut la demander. Et donc, moi, j'ai vraiment baigné dans toute cette enquête sociologique. Donc, il y avait quelque chose de rigoureux. Et puis moi, je me souviens de scènes. C'est pour ça que je les respecte. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, déjà à l'époque, ils se disaient non, nous, on va percer. Tu vois? Et ils y sont arrivés. Tu as senti la puissance quand même. Les Douk Saga, là. Douk Saga, c'était sûr, quoi. C'est dit, le gars, il était habité. Il était habité par l'idée qu'il allait percer, quoi. Quand il disait le sommet des sommets et tout ça, il y croyait vraiment. Bah oui. Dans son personnage. Tu vois, eux tous, là, ils étaient possédés par un truc. Et pourquoi avoir décidé de mettre tout ça par écrit? Donc, elle fait ça. C'est de toute façon... Donc, quand tu fais une grosse enquête sociologique comme ça, c'est pas tout que tu prends. Parce que toi, son film, il a un but bien précis. Il faut regarder ça s'appelle Après l'océan. Il est sorti, le film. Après l'océan. Ouais. Okay. Vous allez voir, vous allez bien comprendre. Vous allez reconnaître mes punchlines de les dialogues. Après, elle a fait son film, puis on s'est embrouillé, tout ça, machin. Mais moi, ça m'a donné une espèce de rigueur. Et puis, je me suis rendu compte qu'on a coécrit quasiment. Ça t'a donné du matériel aussi pour... On a coécrit quasiment ce truc-là. Et d'ailleurs, quand on s'est embrouillé, la première des choses que j'ai faites, c'est j'ai acheté une caméra. J'ai dit, toi, tu fais cinéma, non. Tu vas voir, moi aussi, c'est fait ça. Parce que si j'ai pu coécrire avec toi, c'est que moi, je peux faire ça aussi. Donc, j'ai acheté une caméra et puis j'ai commencé à faire les forums sociaux mondiaux, là, les FSM. Au moment de la... Non, en 2000, nous, on criait non à la... 2003, 2004, 2005, on criait non à la mondialisation, annuler la dette. Moi, je suis parti jusqu'à Fana, dans un coin perdu au Mali, là-bas, quoi. C'est là que quand je vois les gars parler de panafricanisme et puis te regarder avec mépris, parce que tu dis pas, tu bavardes pas, quoi. Ils me font rire. Ils me font vraiment rire. Moi, je partais dans les trous du cul du Sénégal, du Mali, pour filmer des paysans. Tu vois, et moi, je suis pas malien particulièrement, mais mon idée était là. Tu vois, je comprenais le projet. Bon, bref. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire des films.
et des documentaires. Mais vraiment, quoi. Avoir des idées de films et de documentaires et avoir la volonté de devenir un cinéaste. En plus au Centre culturel Jacques Attali, j'ai mangé des kilomètres et des kilomètres de grands classiques de films. D'accord? Et donc, je me mets ça dans la tête. Et puis, bon, après, la Côte d'Ivoire a évolué et tout ça. Et c'est la galère pour avoir de l'argent, quoi. Tout le monde me dit, mais tu fais quoi? Faut finir tes études là, tu vas chercher à travailler chez Pasteur, machin. Toi, tu vois. Donc voilà. Et donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2011, à peu près, en 2011, tu vois, au moment où tout le monde fuait là. Ah, tu es rentré après la crise post-étoile. Un vrai patenté. Ok. Un vrai patenté. Ok. Donc toi, en fait, tu es rentré pour célébrer la victoire. Non, mais moi, mon truc était différent. Moi, mon raisonnement était hyper simple. Dans un pays où les gens qui tiennent le pouvoir ont la Kalachnikov, on n'a plus besoin de réfléchir. On a juste besoin d'un index. Donc j'ai dit, ben, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de moi. Ah, mais moi aussi, je suis possédé. Hein. J'ai dit, là, je vous jure. Et c'est super dur à expliquer aux gens. À ta famille, tes propres enfants, tu vois. Là, tu es déjà père à ce moment-là. Ouais, c'est 2011, mon fils, il a 10 ans. Ah, ok, d'accord. Tu vois. Donc c'est hyper compliqué à expliquer à ceux qui sont ici, là. Tu dis, c'était comme un appel. Ok. Comme un appel. Et d'ailleurs, le vrai poste de vigile que j'ai fait, c'est pour pouvoir me payer le billet d'avion pour pouvoir rentrer. Parce que c'était le seul travail que tu pouvais avoir du jour au lendemain. Et évidemment, comme il n'y avait rien à foutre, j'ai pris des notes, c'était tellement surréaliste. Et c'est avec ces notes-là que je suis parti à Abidjan. Et avec mon pote Demba Diop, on a monté d'abord un journal. Il voulait monter un journal. Le fameux journal satirique. Ouais, News & Co. Là. Oui. À la base, on voulait monter un journal politique ensemble, Demba et moi. Et c'était compliqué de parler de politique. mais surtout, langue de l'économie, pour moi, je trouvais ça intéressant, en fait. Ok. Tu vois. Et j'ai commencé à bosser, évidemment. On dit on a fait un journal économique. Moi, j'ai pas fait Sciences Éco, j'ai bossé. Bon, j'avais déjà lu Le Capital, mais moi, j'ai bossé, quoi. Et l'économie, pour moi, quoi, c'est comme du bébé. C'est de l'expression culturelle pure. Les moyens de l'économie peuvent être scientifiques. Mais l'essence même de l'économie, c'est culturel. C'est un mélange de politico-religieux culturel, l'économie. Parce que si moi, j'arrive à convaincre mon peuple que si tu manges du blé, tu vas partir en enfer, et que ça fait partie de la vie, personne ne mange de pain, personne n'importe du blé. Personne ne grève le budget d'État pour importer de la farine de blé au Grand Moulin d'Abidjan. Tu vois, la République, c'est quelque chose de direct, en fait. La politique, l'économie, c'est vraiment de la culture, quoi. C'est du politico-religieux. Okay. C'est vraiment culturo-politico-religieux. Tu vois. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était drôle. C'était vraiment drôle. Tu sais, la dette, le FMI, ils ont fait des trucs, c'est des trucs de plaisanterie. Et au moment où tu fais ça, on est 3 ans après la crise. 2012. Des subprimes. Donc 4 ans après la crise. Oui, ouais, attends. Donc tu as du matériau aussi pour alimenter tout ça. Et donc pour moi, c'était drôle, quoi. Donc je savais que c'était possible de présenter l'économie. Tu sais, quand les gars te parlent de concepts, tu as l'impression que c'est des trucs de fou, quoi. Calme-toi, résume ça en 2 phrases. Tu dis, mais c'est fou de ma gueule ou quoi? Ouais, ok. Tu vois. Et donc, il y avait cette manière de présenter l'économie. Et puis, en plus, moi, ça me permettait de faire plein de choses. Ça exerçait mon écriture, ça affûtait ma pensée politique et économique. Et puis, ça affinait ma photo aussi, la gravure et tout ça. D'accord. Donc, News & Co, c'est comme ça qu'on fait ça. Après, pendant qu'on fait News & Co, là, je me dis quand même, il faut que je peux pas être là comme ça. C'est compliqué, tu vois. La France m'interroge parce que j'ai ma famille là-bas. Il fallait que je donne un sens à ce truc-là. Et je me suis dit, de toute façon, ces bâtards là, comme je peux pas, même pour les blancs, c'est difficile de faire du cinéma. Donc moi, ce que je vais faire, je vais écrire un bouquin. Pour une raison simple, parce que je pouvais. Okay. Donc tu vois, j'ai pris mes notes avec Demba. J'en ai parlé à Demba. On est parti. Demba, à l'époque, il achetait de l'anacarde vers Ferkela. D'accord.
On est parti dans l'antre même de Sorogium. Ah, ça me fait trop rire. C'est à faire que c'est debout, à 2 pas de chez les Sorogium, là, que moi j'ai écrit debout payé. C'est pas beau ça? Je suis resté en embuscade là-bas tout seul pendant une semaine. Voilà, à 2 pas de chez les Sorogium, là. À l'époque, c'était Jésus.